Avec plus de 500 000 followers sur Instagram et YouTube, 900 000 sur TikTok, Gilles Van der Molen, sous son pseudo Silent Jill, est l'une des créatrices de contenu les plus influentes de nos réseaux. Mais derrière cette personnalité que l'on adore tous, se cache une entrepreneuse de feu qui a su allier vie de famille et succès professionnel. Elle vient aujourd'hui nous livrer les secrets de son business. Préparez-vous à savourer le meilleur milkshake de votre vie. Bonjour Gilles. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans le milkshake aujourd'hui et pour plusieurs raisons. La première, c'est que je te suis sur les réseaux, donc j'ai l'impression de te connaître. Ça doit être quelque chose qui doit t'arriver souvent, d'avoir des gens qui ont l'impression de te connaître à fond et toi pas à l'inverse. Donc oui. Ça va être un phénomène assez comique. Et la deuxième chose, c'est parce que je te voyais omniprésente sur les réseaux sociaux, faire énormément de projets dans ta vie. Et en fait, je trouvais que c'était un aspect dont on parlait pas assez souvent, en fait. Le côté entrepreneurial de Gilles, le côté businesswoman, tu fais tellement de choses. Et je voulais commencer cette discussion, on va dire, par une bête question. Mm-hmm. Quand tu rencontres quelqu'un qui te connaît pas du tout, Oui. ça peut encore arriver, Oui. et qui te dit « Gilles, tu fais quoi dans la vie ?» Tu réponds quoi? J'adore répondre que je chasse les fantômes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça intrigue. Ouais. Et donc, les gens disent « Quoi? Tu fais quoi ?» Et donc, là, tu peux tout de suite rentrer dans une discussion parce que c'est tellement hors du commun. Ouais. T'as tellement pas l'habitude d'entendre quelqu'un qui te dit « Ah, mais moi, je chasse les fantômes. Voilà, c'est mon boulot. » Et donc, après, ça me permet de dire que voilà, je suis sur les réseaux, sur YouTube, que je suis en télé et tout ça. Mais je ne me présenterai jamais comme « Ah, moi, je suis influenceuse. » Ouais. Voilà, c'est pas trop mon truc. Tu te rentres pas dans une case aujourd'hui, on peut pas te catégoriser par un métier aujourd'hui. Non, j'ai tellement de casquettes différentes que même moi, je pourrais pas me mettre dans une case bien précise. Ce qui parfois est compliqué aussi, hein, parce que quand tu fais vraiment beaucoup de choses comme je le fais, t'as peut-être tendance parfois à te perdre un petit peu aussi, quoi. Ouais. Et ta carrière, elle a été hyper diversifiée jusqu'à aujourd'hui. Commencé très jeune, on a la Starac notamment qui t'a amené de la notoriété, puis les réseaux sociaux, RTL et autres. Il y a quand même quelque chose d'assez similaire avec tous ces métiers, toutes ces choses que tu as faites, c'est que tu as toujours été exposé au public. C'est quelque chose que tu recherchais dans ta carrière, la notoriété ou le fait d'être exposé, ou c'est plutôt quelque chose qui est venu en conséquence de ce que tu voulais vraiment faire dans ta vie? Alors moi, je viens d'une famille où mes deux parents étaient mannequins. Et mon papa était un chanteur belge qui était un petit peu connu à l'époque dans les années 80. Donc moi, j'ai grandi avec une famille très artistique. Okay. J'avais plein de chanteurs qui venaient dans le studio chez nous à la maison pour enregistrer leur album. Jeff Bodard, puis on avait Benoît Poelvoort qui venait manger à la maison. Puis voilà, donc des acteurs, des comédiens de théâtre, vraiment énormément de personnalités belges qui passaient à la maison. Et donc, forcément, le côté artistique, il m'a toujours attirée. J'ai toujours chanté depuis que je suis petite. Donc, la chanson a été un petit peu mon premier moteur artistique, étant donné que c'est ce que je savais faire. Je me débrouillais pas mal, donc je m'étais mise dans ce créneau-là. Et en fait, j'ai travaillé comme mannequin, en bébé, enfant, parce que ma maman était mannequin, donc j'étais un peu mise dans ce métier-là, et j'en étais très contente. Et puis, j'ai fait Pour la gloire sur la RTBF quand j'avais 14 ans. Ouais, super tôt. Quoi? Super tôt déjà. Oui. Et par contre, pas du tout pistonné ou quoi que ce soit. Ouais. Donc j'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux faire le casting? Ma mère a un peu étonnée en me disant, tu chantes? Ben oui, je chante dans ma chambre, sous la douche. Et je passe le casting, quoi. Et donc j'intègre l'émission de Pour la gloire et j'arrive jusqu'en finale junior. Et puis, suite à ça, je reprends ma vie, mon petit train-train d'adolescente. Je pars 1 an aux États-Unis comme étudiant en échange. Ouais. Et pendant mon année aux États-Unis, mes parents reçoivent un coup de fil d'Endemol qui veut absolument me voir pour que j'intègre la saison de la Starac. Et en fait, j'ai fait donc partie de ce qu'on appelle les castings sauvages. Donc, c'est un petit peu des chasseurs de tête qui repèrent des potentiels candidats pour des émissions. Et eux m'avaient repéré via Pour la gloire. Mais à ce moment-là, moi, j'ai 17 ans, quoi. Et je suis aux États-Unis. Donc, je peux pas participer au casting, mais ils veulent absolument me voir. Donc, quand je rentre des États-Unis au mois de juin, j'arrive vraiment à la dernière étape des castings, dans la tour TF1 à Paris. Je fais un casting devant toute la production et
et devant Pascal Nègre, qui était le directeur à l'époque d'Universal. Je ne sais pas s'il l'est encore, peut-être une bêtise, mais voilà, devant eux, et je passe le casting et je suis prise. Donc vraiment, ça, en une semaine de temps, j'intégrais la Starac, quoi. Ce qui était complètement fou, parce que moi, je suis de la génération Starac. J'ai regardé toutes les émissions, donc c'était un truc complètement dingue. Et à ce moment-là, on signe très rapidement des contrats comme ça sur le week-end, où en gros, c'est très simple, ils ont tous les droits et tu n'as pas beaucoup de droits sur ton image. Mais mes parents voient ça vraiment comme une opportunité extraordinaire. Et ils me disent, écoute, si tu as envie de le faire, fais-le, quoi. Et donc, je me retrouve comme ça à la Starac. Mais ça m'a freiné artistiquement parlant pendant des années, parce que j'ai malheureusement eu l'étiquette Starac collée sur le front. Ouais. Négativement alors, tu penses? Parce que j'aurais plutôt pensé le contraire, que ça peut te propulser. Tu l'as pas vécu comme ça? Non, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Je te donne un exemple très concret. Je fais un casting pour jouer dans un film et je suis en lice pour le premier rôle avec une autre fille. Film au cinéma, tout le bazar, quoi. Donc un gros truc. Et donc je suis à la dernière étape du casting. Il y a une autre fille avec moi et ça se joue vraiment entre nous deux. Et le fait que quand ils ont appris que j'avais fait la Starac, ils ont dit non, ça on veut pas, parce que on veut pas que la presse parle de la Starac en même temps que le film, et que ce soit c'est une candidate de la Starac qui a fait ça. Et en France, c'est vraiment, les étiquettes, c'est vraiment terrible. Je prends un exemple. Alors, mon conjoint, lui, c'est le manager de Loïc Notet. Loïc Notet, en France, c'est Danse avec les stars. Non, Loïc Notet, c'est un chanteur. Tu vois? Et en fait, en France, on aime comme ça te coller une étiquette. Et aujourd'hui encore, alors c'est assez fou, mais quand il y a un article de presse qui sort dans un magazine People français, qui sort sur moi, c'est l'ancienne candidate de la Starac. C'est incroyable ça, t'es encore associé à ça. Enfin, la youtubeuse, l'animatrice télé, la créatrice de contenu, enfin, pas la candidate de la Starac, quoi. J'ai 35 ans, j'en avais 17. Lâchez-moi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, regardez ce que j'ai fait sur mon parcours et ne revenez pas à la première étape du chemin, quoi. Et après la Starac, t'as arrêté t'avais encore envie d'être chanteuse après ça? Non. Parce que là, aujourd'hui, t'as changé complètement d'itinéraire. Il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit, c'est plus pour moi, ou j'ai plus envie? J'ai été très très déçue de la manière dont on a été géré quand j'ai fait la Starac. Et ça m'a un peu dégoûtée du milieu. Parce que t'étais un peu, déjà t'es un numéro, t'étais jeté dans la fosse et puis t'es éliminé de l'émission, c'est merci, bonsoir, au revoir. On n'essaie même pas de savoir si on peut te faire un accompagnement psychologique. Enfin, faut quand même bien se dire qu'à l'époque, la Star Academy, il n'y avait pas toutes les émissions de télé-réalité qu'on retrouve aujourd'hui. C'était les prémices de la télé-réalité en France, avec à l'époque, je crois que c'était le Loft. Le Loft. Et il n'y avait rien d'autre. Donc, nous, quand on sortait d'une émission comme ça, on était propulsés au rang d'espèce de pseudo-star. Et comme tu avais été complètement enfermé dans une bulle pendant plusieurs semaines, déjà, tu n'avais absolument aucune conscience de ce qui allait se passer quand tu sortais de là, quoi. Et tu n'es absolument pas préparé à 17 ans à faire face à ça, à te dire je peux plus me balader dans la rue, je peux pas aller rue Neuve avec mes copines parce que j'ai un attroupement de gens autour de moi. Je me faisais emmerder tout le temps dans la rue, de manière parfois vraiment négative. Et puis au-delà de ça, dès que je voulais faire quelque chose, que ce soit dans le mannequinat ou dans l'acting ou autre, c'était toujours tout de suite ah ouais, mais t'as fait la Starac et donc voilà, pour l'image on va pas être associé. Donc ça a été relou. Donc en fait j'ai vraiment arrêté tout ce qui était artistique à ce moment-là. J'ai plus rien fait et j'ai eu un boulot tout à fait j'ai eu plusieurs boulots de mes 18 ans à mes 28 ans. J'avais un boulot normal, quoi, tu vois, classique. J'ai fait de la vente, j'ai vendu des bureaux virtuels pour une compagnie australienne. J'ai travaillé pour Web qui place les étudiants en échange. J'ai travaillé dans une banque. J'ai fait plein de trucs. T'étais heureuse pendant cette période-là ou... Ah non, j'étais pas du tout heureuse. Ça ne me convenait absolument pas. Ça a l'air tellement différent que je me permets de te poser la question parce que là, tu me décris une autre Jill, quoi. Ah non, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que moi, être dans un bureau...
derrière mon bureau à bosser et surtout d'avoir quelqu'un qui te donne des obligations et qui te dit tu vas être la télé, on va faire ça, machin et tout, et qui te demande du chiffre, qui te demande pour quelque chose qui n'est pas à toi, qui n'est pas ton propre business, c'est un principe sur lequel moi j'avais énormément de mal. Ouais. J'avais ce besoin d'être indépendante, de m'autogérer et de bosser pour moi, quoi. Et puis surtout, tout ce côté artistique était complètement mis de côté et ça m'a très vite manqué. Donc après, je me suis focalisée sur ma vie de maman puisque moi j'ai eu ma fille, j'avais 22 ans. Ouais. Et puis j'ai enchaîné, j'ai eu 2 autres enfants avec à chaque fois 2 ans d'écart. Donc je me suis plutôt, on va dire, je me suis plutôt mise dans ma bulle de maman, tout en étant très malheureuse dans la partie travail, mais en étant parfaitement comblée dans ma vie personnelle et dans ma vie de maman. Mais au bout d'un moment, la vie professionnelle, elle te rattrape et t'es là, bon, il faut que je fasse autre chose, quoi. Donc j'ai travaillé comme danseuse pendant un moment. J'ai travaillé comme gogo danseuse. J'ai travaillé pour le club à l'époque qui était le club de Cathy Guetta et David Guetta à Paris, qui était le Pink Paradise. Okay. Et je faisais partie du Pink Paradise Tour. Donc je faisais partie des filles c'était un peu l'élite du truc et qui allaient dans des grosses boîtes à Cannes, à Monaco, à Genève pour danser en tant que gogo. Mais c'était un big truc, quoi. C'était les filles du Pink Paradise arrivent. C'était vraiment un truc assez fou. Donc, j'ai fait ça. J'ai continué à travailler comme mannequin. J'ai sorti 2-3 sons, mais voilà, un truc vite fait comme ça. Donc, j'essayais quand même de garder un petit pied dans le milieu artistique parce que c'est quand même ce qui m'anime profondément. Et puis, un jour, ma tante m'envoie un lien Facebook en me disant regarde, chez RTL, ils cherchent des nouveaux animateurs. Est-ce que t'enverrais pas ta candidature ? Et donc vraiment, à nouveau, comme une personne totalement lambda, j'envoie mon petit CV via Facebook parce qu'en fait, c'était un casting ouvert à tous. Tout le monde, ouais. Et donc, j'envoie ma candidature. Et bon, évidemment, quand tu mets dessus pour la gloire, Starac, machin, ça attire évidemment l'attention. Donc, j'ai été reçue. Et c'était marrant parce que je me rappelle quelques mois plus tôt avoir eu une discussion avec ma maman qui me disait « Mon Gilles, tu vas avoir ou tu as 28 ans, je ne sais plus exactement quel âge j'avais. Il serait quand même temps, à un moment donné, de te ranger. Voilà, trouve-toi un boulot stable. T'as ton petit salaire, t'es bien, t'as ta maison, tes enfants. Et arrête de rêver comme ça à quelque chose qui n'arrivera plus, quoi. » Et en fait, cette phrase-là a vraiment ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et je me suis dit, mais putain, mais quelle horrible vie, quoi, tu vois. Je me suis dit, mais non, j'ai pas du tout envie qu'on me dise, c'est fini, c'est plus pour toi, en fait. Raccroche, arrête de rêver, la célébrité, l'artistique et tout ça, ça n'arrivera plus à ton âge. Et quand j'ai postulé pour RTL, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle de la visualisation positive et attirer vers soi ce qu'on veut, un peu comme dans Le Secret, tu vois. Et je me suis dit, c'est même pas que je me suis dit ce job je vais l'avoir, c'est ce job je l'ai. Je l'ai, ouais. Je bosse déjà pour eux et c'est sûr et certain. Je me visualisais en train de bosser là-bas et j'étais persuadée que je l'avais, quoi. Et je pense que je suis arrivée avec une niaque qui était tellement immense que je ne pouvais pas partir de là sans avoir le poste, quoi. Donc la préparation mentale, le mental dans lequel tu as été, t'allais tout avoir, quoi. Ouais. Ça, c'était dingue. Ouais. C'est pas simple d'entendre ça de sa maman, finalement, de se dire, allez, et en même temps, c'est une réflexion logique de la part d'une maman, parce qu'elle le fait avec bienveillance, elle a peur pour toi, elle a peur que tu t'égares. C'est quand même dingue que tu as quand même retrouvé l'énergie après ça en disant, non, mais maintenant, moi, je vais prouver que c'est pas vrai, quoi. Ouais. Donc là, je trouve que c'est très fort, quoi. Après, on a RTL. Oui. Mais j'ai l'impression que tu continues à faire d'autres projets en plus sur le côté. Alors, je sais pas à quel moment c'est arrivé, mais j'ai vu que tu as sorti aussi des projets de boissons, tu as une application de sport où tu as collaboré avec des sportifs. C'est nouveau, hyper diversifié. Tu trouves où le temps de faire tout ça? Et à quel moment tu te dis aussi, OK, j'ai envie de faire un projet, j'y vais ou j'y vais pas? Comment est-ce que tu juges un petit peu ça, ton quotidien?
Donc, je commence à bosser chez RTL. Ça se passe super bien et je suis très contente parce que j'avais été très claire. Je leur avais dit, voilà, moi, pour mes 30 ans, parce que, tu sais, les animatrices, quand elles débarquent sur RTL, bah, souvent, elles sortent de Miss Belgique ou des choses comme ça. Elles sont beaucoup plus jeunes que l'âge auquel moi, j'ai commencé. Et donc, moi, j'étais en mode, moi, j'ai pas le time, les gars. Moi, je vais pas mettre 10 ans avant d'avoir une émission et faire des petits machins. Donc, je vais prouver tout de suite de quoi je suis capable. Et j'ai évolué vraiment très, très rapidement. Et on m'a tout de suite confié des projets qui étaient des plus gros projets que simplement présenter les programmes. Parce que j'ai été engagée comme speakerine. C'est comme ça que j'ai démarré chez RTL. Donc, je présentais les programmes de la chaîne. Mais très vite, je suis passée sur d'autres choses. Puis très vite, j'ai intégré l'équipe d'E-Com. Et puis j'animais Tomorrowland sur Plug RTL. Puis voilà, on m'a vraiment confié plein de chouettes missions qui ont prouvé que j'avais les épaules pour animer vraiment des choses. Et puis j'ai eu une chance énorme, c'est que pendant quelques mois, j'ai terminé une saison d'une émission en France qui s'appelait OFNI avec Bertrand Chameroy, que je co-animais avec lui sur W9. Ok. Et là, en fait, j'ai vraiment senti la différence de « Ok, la France a un intérêt pour elle ». Et ça, même au sein d'RTL, il y a quelques personnes qui étaient venues me trouver en disant « Maintenant que tu es sur une émission en France, ça va changer parce que tu vas avoir d'autres opportunités. » On rentre dans une autre ligue. Ben, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le game français de la télé, ben forcément, dans ta propre boîte en Belgique, on se dit « Ah, ok, ok, bon, ben attends, on va la mettre sur ça, on va la mettre sur ça, on va la mettre sur ça. » C'est un peu comme ça que ça se passe parce qu'ils se disent « Ah, si les Français lui font confiance et si elle plaît aux Français et que sur une chaîne comme W9, ils l'ont mis comme co-animatrice avec quelqu'un comme Bertrand Chameroy. » Ils ont perçu quelque chose. Voilà, donc ils se disent « Bon, on va peut-être dans un sens, on va peut-être essayer d'éviter de la perdre, tu vois, qu'elle se dise « Bon, en fait... je file en France et je travaille plus pour la Belgique. » Peut-être que c'était ça aussi. Mais donc, ça m'a donné encore plus d'opportunités. Et puis, un jour, je suis arrivée chez mes boss chez RTL en présentant le projet de Silent Jill. Je leur dis, voilà, je suis sûre que c'est une bonne idée. Il y a moyen de faire ça en plus avec un budget qui n'est pas trop élevé et tout ça. Mais ils croient pas trop en le projet. Puis bon, c'est toujours, tu sais, la télé, c'est il faut avoir des fonds, il faut que la régie publicitaire mette de l'argent dedans aussi. Et voilà, ils ont pas le budget pour le faire. Et donc je leur dis, bah écoutez, alors c'est très simple, je vais le faire toute seule. Et donc j'ai créé ma chaîne. C'est vraiment ton caractère. Ouais. C'est en gros, c'est un peu ce que je remarque à chaque fois, c'est vous y croyez pas. Je m'en fous. Oui. Moi, je vais le faire. Oui, c'est ça. C'était vraiment ça. Et je dis, moi, j'y crois. Je suis certaine que ça peut fonctionner. Ouais. Et donc, je crée Silent Jill sur YouTube. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais très souvent avec Jimmy Labeu, ouais. qui était le number one en Belgique et en France dans les youtubeurs un peu d'humour. C'était vraiment une pointure à ce moment-là. Et c'est mon premier guest dans ma chaîne. Donc, forcément, ça a propulsé évidemment tout de suite la chaîne parce que quand tu démarres et que tu as des invités comme Jimmy Labeu et Gaël Garcia Diaz dans les 2 premiers épisodes, ça aide énormément. D'où l'importance, je pense, aujourd'hui de l'entourage. L'entourage a vraiment une importance cruciale parce qu'il y a tellement de concurrence sur Internet que c'est très compliqué si tu n'arrives pas vraiment avec un projet qui se démarque totalement des autres. Ouais. Je pense par exemple à Gaël qui est arrivé sur le marché de YouTube avec vraiment une personnalité et un personnage même qui n'existait pas sur Internet, enfin en tout cas dans la partie francophone d'Internet. C'est ça qui a fait que ça l'a propulsée. Elle est arrivée avec quelque chose vraiment dont les gens n'avaient... Alors, autant les gens étaient choqués, autant les gens étaient interloqués et complètement bluffés aussi par ce qu'elle faisait. Et c'est ça qui l'a totalement propulsée. Donc oui, l'entourage et puis son propre concept à soi qui doit se démarquer totalement des autres. Et moi, j'ai eu la chance qu'aucune fille ne fait ce que je fais, c'est-à-dire aller dans des lieux... potentiellement hanté, ou en tout cas quand je démarre, il y a 0 nana dans le game qui fait ça, quoi.
Ouais. Tu le sais à ce moment-là? Tu te dis, stratégiquement, j'ai quelque chose? Oui, parce que je sais l'importance à ce moment-là de me démarquer des autres. Ouais. Je voulais pas être une énième créatrice de contenu mode ou make-up, parce que déjà, de base, c'est pas mon créneau. Ouais. Parce que je fais dans mon quotidien, tu vois. Et c'est ce que je conseille toujours quand il y a plein de jeunes qui me demandent des conseils et qui me disent, voilà, j'ai envie de me lancer sur Internet, mais je sais pas quoi faire. Le premier conseil que je donne toujours, c'est qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne? De quoi est-ce que tu aimes parler? En fait, les jeunes, maintenant, j'ai l'impression, ils voient être influenceur comme un métier, et ils le commencent comme un métier et pas comme une passion qui va faire en sorte qu'ils vont avoir une communauté et qu'ils vont pouvoir en vivre. Mais beaucoup se lancent parce qu'ils veulent être célèbres, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ce métier, alors influenceur, je sais que tu n'aimes pas ce terme. Non. Clairement, parce qu'il a été complètement massacré et parce que des gens en ont abusé. Oui. T'as quel regard par rapport à ça aujourd'hui? Je sais que tu ne veux pas être catégorisée comme une influenceuse. Tu influences des gens malgré tout. Bien sûr. Comment tu le vois, et est-ce que tu penses que c'est encore une voie pour les jeunes aujourd'hui de les encourager à aller là-dedans? Alors, vaste question. Ouais, désolé, elle est large, hein, celle-là. Ouais. Elle est méga large. Alors, par où commencer? Comment tu te vois déjà par rapport à ce métier? Quelle est ton approche, toi, par rapport à ça? C'est-à-dire que moi, je me suis lancée sur YouTube. Ouais. Je me suis pas lancée sur Instagram. C'est vrai. Instagram a découlé de YouTube. Et quand je suis arrivée sur YouTube, je suis arrivée avec un concept qui me passionnait, parce que je suis passionnée de paranormal depuis que je suis petite. Ouais. Parce que j'ai vécu des trucs complètement dingues depuis que je suis toute jeune. Je suis une passionnée de films d'horreur. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil que je donne toujours, c'est d'aller dans le créneau qui te ressemble et dans lequel tu es ton propre expert. Parce que de te dire, moi, je veux être sur YouTube parce que je veux faire comme elle, ou je veux faire ça, déjà, de un, c'est mort. Tu peux te dire, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'aujourd'hui, comme elle ou comme elle ou comme elle, il y en a 10 fois trop. Et donc, tu dois pouvoir te démarquer, ou tu dois être là depuis très longtemps et avoir vraiment construit ta communauté. Ouais. Parce que quand on voit des personnes, par exemple, on se dit toujours « McFly et Carlito, ils ont explosé du jour au lendemain ». C'est totalement faux. McFly et Carlito, ça fait des années qu'ils sont dans le game. Hein. Ouais. Des années. Alors que personne ne les connaissait, ils étaient déjà sur Internet, ils faisaient déjà plein de projets de vidéos. Ils étaient au début. Ils étaient là depuis le début. Ouais. Et en fait, les gens se disent McFly et Carlito, bam, ils étaient là. Lena Situation, bam, tout d'un coup, Rosta. Non, Lena Situation, elle est là aussi depuis le début. C'était le petit crew avec plusieurs. De nouveau, là, je tiens vraiment à mettre l'honneur sur l'entourage et l'effet de groupe aussi. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, les jeunes, ils aiment bien s'identifier aussi à un groupe de personnes. Ouais. Et si tu regardes un petit peu dans ma partie de Gilles, qui est vraiment plus basée sur ma vie privée, t'as des personnages récurrents. T'as Glenn, mon frère, gros personnage de la chaîne, tu vois. Tu vas avoir Gaël qui va être en récurrence, tu vas avoir mon assistante qui est mise aussi. Donc, en fait, les gens peuvent s'identifier à plusieurs personnes dans ton entourage, et ça crée vraiment un groupe et une sphère dans laquelle les gens peuvent se reconnaître ou s'identifier à telle ou telle personne. Et ça, je pense que c'est important aussi aujourd'hui d'être entouré de personnes, comme le fait par exemple super bien Lena, qui n'est finalement que très rarement seule en scène, si tu veux. Tu vois, on s'attache à un entourage, à une communauté. Exact, on s'attache à elle, mais on s'attache aussi à tout ce qui l'entoure, quoi. Ouais. Et donc, du coup, attends, parce que là, je suis perdue sur cette immense question. Tu sais, comment est-ce que je vois maintenant ce milieu de l'influence? Son métier, tu le considères comme un métier, comme une passion? Comment est-ce que tu vois ça? Tu fais aussi du placement de produits. Oui. Donc, c'est quoi la règle? Et c'est un métier? Tu le considères? C'est un métier aujourd'hui? C'est un job en plus? Bien sûr. Okay. D'ailleurs, c'est mon métier premier. Ok, donc c'est un métier pour toi. C'est vraiment... Ah, oui, clairement. C'est ce qui me prend le plus de temps. C'est ce qui me rapporte le plus d'argent. Ok. C'est vraiment grâce au placement de produits que j'ai pu générer vraiment de l'argent et créer après mes propres business, dont on parlera après. Ouais. Et ça, évidemment, ça demande quand même une réflexion parce qu'on ne va pas se le cacher, dans le monde de l'influence, tu peux très vite, très bien gagner ta vie. Ouais. Tes placements de produits, si tu as une grosse communauté et que tu as un bon reach, donc que tu as un bon taux de likes, de commentaires, de vues en story, etc.,
tu peux très vite monétiser ça et gagner beaucoup d'argent. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que tu fais de cet argent, tu vois. Est-ce que tu vas t'acheter des sacs chez Vuitton et des fringues de marque et pavaner avec tes trucs, ou bien est-ce que tu mets de côté et tu crées ton propre business? Ça, c'est ce que Gaëlle a fait parfaitement. Elle a créé Martin Cosmetics, elle a mis de côté, bam, elle a créé sa propre marque de cosmétiques. Et aujourd'hui, Gaëlle, si elle veut, elle pourrait ne faire que ça. Parce que c'est vraiment devenu son business premier. Moi, j'ai créé plusieurs... parce que le problème, c'est que je suis une personnalité caméléon. Donc moi, j'aime trop de trucs, j'aime faire trop de trucs. C'est ça qui est... Ça allait être une de mes questions après. C'est un peu, chiant. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai créé plein de petites entités comme ça autour. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui dans le monde de l'influence, c'est les gens ont besoin d'authenticité, les gens ont besoin de bienveillance et les gens ont besoin d'honnêteté et d'avoir une confiance absolue en la personne qu'ils regardent. Il y a eu beaucoup trop de dérives avec des agences, des influenceurs qui, même encore aujourd'hui, font n'importe quoi. Et c'est malheureux parce que c'est pour ça que moi, je déteste, quand il y a un article de presse, je déteste qu'on mette l'influenceuse parce que dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, influenceuse égale arnaqueuse. Influenceuse égale placement de produits douteux. Influenceuse égale dropshipping. Mais non, moi, je fais pas ça, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je préfère dire que je suis créatrice de contenu. Parce que bon, au-delà d'avoir un compte Instagram sur lequel je poste des photos, je fais des reels, j'ai 900 000 personnes sur TikTok, j'ai 2 chaînes YouTube. Je fais pas juste des photos de ma tête que je mets sur Instagram. Je crée énormément de contenu vidéo autour, que ce soit de l'humour, que ce soit des contenus comme on est en train de faire aujourd'hui dans ma chronique Sans Tabou sur ma chaîne Jill, où j'accueille des personnes et où on discute de divers sujets, que ce soit les explorations urbaines, les vlogs. Il y a un peu de tout, quoi. T'as jamais eu peur de te perdre à faire énormément de sujets et de choses? Alors, tu dis caméléon, t'as énormément de facettes. Généralement, il y a une tendance aussi dans le business où on dit « fais une chose, elle fait le bien ». Et toi, à l'inverse, tu as multiplié les choses, que j'ai l'impression que tu fais très bien également, mais tu t'es jamais dit « bon là, il faut que je me recentre, il faut que je me refocalise ». Ou est-ce que tu trouves justement que c'est ta force de pouvoir toucher à tout et de multiplier ton contenu comme ça? C'est ce qui me plaît et c'est ce qui en fait, je serais malheureuse de devoir me cantonner à un seul sujet. Je déteste être mise dans une case et j'ai pas envie qu'on dise oui, bon, Jill, c'est de l'urbex et du paranormal. Parce que c'est pas que ça. Dans ma personnalité, il y a plein d'autres choses que j'ai aussi envie de mettre en avant et que j'aime faire. Maintenant, je pense que ce qui me dessert là-dedans, c'est que je stagne un petit peu, on va dire, en termes d'abonnés. Donc, j'ai pas une ascension en termes d'abonnés qui est très forte parce que justement, je perds autant que je gagne très régulièrement. Donc, j'ai des gens qui vont arriver sur mon compte Instagram parce qu'ils m'ont vu de YouTube, Silent Jill, c'est une sorcière, chasseuse de fantômes et tout ça, trop cool. Et puis, ils vont arriver sur mon compte Instagram et ils vont voir que je fais un placement de produit pour Luxéol et que je fais un reel Mommy's Look. Ils vont se dire... ils comprennent tu vois, ils vont s'abonner puis ils vont dire non, en fait, moi, ce que je kiffe, chercher, ce que je kiffe, c'est les urbex et ça, c'est pas mon kiff, donc je me désabonne, tu vois. Et le fait de ne pas être dans une niche, ça m'empêche finalement vraiment de faire exploser ma communauté. En tout cas, c'est ce que moi, je pense et c'est comme ça que j'évalue le fait que c'est toujours, ça fluctue, mais ça stagne un peu, je rame un peu, tu vois, pour dépasser à chaque fois les paliers des 100K, quoi. Sauf sur TikTok, où bon, là, plus personne ne comprend rien de toute façon à TikTok, tu vois. Ça explose. Tu étais là. TikTok, c'est le truc que j'ai lancé à la fin du premier confinement quand il y avait le Covid. Je vais avoir 900 000 abonnés sur TikTok et t'es là, ok, bon, c'est la plateforme où je me casse le moins la tête, où je fais l'imbécile, où je mets de tout et de rien. Ça fait le moins longtemps que je suis là-dessus et c'est le réseau sur lequel j'ai le plus d'abonnés. Et là intervient le grand facteur de notre ennemi à tous, monsieur l'algorithme, qu'on déteste profondément. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur Instagram, c'est compliqué parce que il y a
déjà la manière de fonctionner d'Insta, elle change. T'as l'impression qu'elle change toutes les semaines. Je ne comprends jamais évidemment la stratégie que tu dois adopter, parce qu'on te dit fais des reels, c'est ça qui va te faire augmenter. Et là maintenant, j'ai vu la semaine passée, on disait plus de reels, retour des photos, les photos, les carousels. T'es là, bon ok, je vais refaire des photos, tu vois. Et tu sais jamais vraiment sur quel pied danser avec Insta. C'est tout le temps changeant. Aujourd'hui, tu peux faire une story qui fait, allez, par exemple, chez moi, en moyenne, une grosse story, elle va faire 180, 200 000 vues. Pour 500 000 abonnés, c'est des super bonnes stats, tu vois. Et puis le lendemain, je fais 60 000 vues. Et là, tu piges pas. Ok. Et en fait, tu comprends que, tu sais, quand tu es sur ton compte Insta et que tu as les petits logos de tout le monde dans les stories, tu réalises qu'il y a certaines journées où Insta te met devant, et puis il y a certaines journées où Insta te met derrière. Mais quand tu as un petit ado qui suit 500 personnes sur Instagram, elle te voit pas. Et elle a pas vu tes stories, elle a pas vu ton post Insta, parce qu'en fait, les gens suivent aussi tellement de monde que Instagram ne peut pas montrer tout le contenu, tout le monde chaque jour. Donc en fait, ils choisissent. Et je vois vraiment la différence. Pour l'instant, je suis dans les bonnes grâces de l'algorithme. On me voit, on voit mes posts, on voit mes trucs, on voit mes stories, c'est bien. Et puis il y a des moments où c'est vraiment genre comme ça, et puis ça remonte, puis ça redescend. Et j'ai appris à relativiser là-dessus, parce que ça me crée des angoisses de fou, quoi. Parce que t'as pas la main finalement, ou difficilement, et donc tu stresses pour rien, quoi. T'as pas du tout la main. Tu te remets en question toi-même, alors que c'est l'algo. Et c'est quand même Insta, c'est là-dessus que je fais le plus d'argent. C'est vraiment mon plus gros business, c'est Insta. Et c'est le plus compliqué en termes de gestion, quoi. Ouais. Il y a un truc que je voulais voir avec toi, c'est que justement, on parlait justement de tes réseaux sociaux, où tu montres énormément ta vie privée, tu te confies, t'es d'un naturel extraordinaire. T'as été complètement aussi à l'inverse de nouveau, pour te démarquer de la tendance qui est le fake et les influenceurs à Dubaï. Toi, tu vas complètement à l'inverse. Mais genre ultra à l'inverse. T'as aucune crainte de te montrer en pyjama, t'as aucune crainte de dire que t'as passé une journée de merde, de montrer la réalité, de dire que t'as pas dormi. C'est extraordinaire. Et alors, je regardais des commentaires sur tes vidéos. Les gens t'aiment. C'est assez dingue à quel point ils se sont accrochés à toi comme leur ami. Oui. J'ai même lu un titre qui m'a fait rire sur un article qui disait Gilles, c'est la daronne préférée, c'est notre daronne préférée à tous. C'est extraordinaire la sympathie que tu dégages. Mais à l'inverse, tu t'es jamais dit je vais trop loin dans le fait de me dévoiler. T'as des limites. C'est quoi les limites? Parce que tu montes ta maison, on voit tes enfants, on en sait énormément de toi. Ça reste, comme je disais tout à l'heure, une source de revenus importante. Comment tu arrives à juger tout ça? Tu te poses ces genres de questions? T'as des limites, t'as des choses que tu refuses de faire ou de montrer? Alors, bien évidemment, et j'en avais parlé d'ailleurs récemment dans un vlog. Mes vlogs, ils durent généralement entre 20 à 35 minutes max. Et là-dessus, t'as parfois 15 jours. Donc, tu penses bien évidemment que je montre uniquement ce que j'ai envie de montrer. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Il y a énormément de choses de mon quotidien que je ne montre pas. Alors, quand j'ai des soucis, moi, donc par exemple, si je sais pas, comme tu dis, je suis fatiguée ou je dors pas ou des trucs, ça, je vais le montrer. Mais par exemple, si mes enfants rencontrent des problématiques, que ce soit des problématiques personnelles, d'ordre émotionnel, de l'école ou des choses comme ça, je ne vais... mis à part le fait que Bella a des troubles scolaires, mais ça, j'en ai parlé parce que c'était d'utilité publique et que ça permettait à énormément de parents, justement, qui me suivent, de se dire « Ah, mais en fait, mon enfant est comme ça et j'ai des solutions pour aider mon enfant. » Mis à part ça, je ne montre rien. Je ne l'explique pas. Mais comme n'importe quel parent, je rencontre diverses problématiques avec mes enfants, que ce soit émotionnel, que ce soit familial, enfin voilà, il y a plein de choses. Je vais inventer une situation complètement abstraite, mais imaginons que ma fille de 13 ans rentre de l'école. Ça s'est pas bien passé à l'école, elle a eu un souci, je sais pas moi, elle a fait une connerie, elle a une retenue ou un truc, elle revient en pleurs. Je vais pas prendre ma caméra vlog et dire alors Bella, explique-nous ce qui se passe, donc ça n'a pas été, tu pleures. Jamais, évidemment, jamais je ne vais mettre mes enfants dans une posture qui pourrait les faire se sentir mal ou monétiser des trucs comme ça, tu vois. Mes enfants, c'est toujours que des chouettes moments, des petits moments en famille, des petits trucs sympas. Il y a jamais rien vraiment
réellement privés. Ouais. C'est plus des petits moments de la vie quotidienne que tout le monde vit, qui sont chouettes, sympas, un voyage, une sortie en famille, un moment où on regarde un film dans le salon, enfin, tu vois, des trucs mignons et chouettes. Mais évidemment, je montre pas ce qui pourrait leur porter préjudice ou des choses qui pour moi, me semblent vraiment trop privées, quoi. Ouais. Et je prends exemple sur ces parents qui, sur Internet, vont trop loin. On voit où ça amène. L'exemple parfait, c'est Poupette Kenza, où tu en arrives en fait à inclure tellement les gens dans des choses qui sont beaucoup trop privées, et c'est-à-dire dans les problèmes. Et quand tu exposes tes problèmes, surtout liés à tes enfants, là les gens se sentent complètement un peu responsables, tu vois, et veulent s'occuper de tes enfants à la limite à ta place, quoi, tu vois. Et donc t'en arrives à te faire arrêter par les flics parce que t'as eu je ne sais combien de signalements de personnes lambda qui ont été appelées les services sociaux, peut-être pour une très bonne raison, hein. Alors moi je regarde pas ce qu'elle fait, j'ai entendu qu'il y avait énormément de polémiques autour de cette nana, qu'il y avait des suspicions de maltraitance, etc., et qu'il y avait des trucs qu'elle mettait sur ses réseaux qui étaient pas ouf. Et en effet, parce que je pense qu'elle a été trop loin dans ce qu'elle dévoile. Et en fait, quand tu vas trop loin, les gens s'impliquent de trop dans ta vie privée et se l'approprient, ça leur appartient aussi. C'est ça. C'est public, donc c'est à moi. Oui, et donc finalement, tes enfants, ce sont leurs enfants. Ouais. Et si moi, j'estime qu'en fait, t'as pas à donner des chips à 22h à ton enfant, en fait, moi, Josiane, 55 ans, je vais appeler les services sociaux parce que ça n'est pas normal. Ouais. Mais dans quel monde on vit, quoi, tu vois? Et donc, ça, c'est quelque chose qui, par contre, me fait très peur. Et c'est pour ça que je fais très attention et que je tempère tout le temps et que je montre pas trop, je montre ce que je veux, je montre ce que je sais qui ne va pas faire de vagues, tu vois, je suis... Ouais. T'as fait une vidéo il y a pas longtemps, et ça fait le lien avec ce que tu viens de dire, qui était la manière dont tu étais assagi par rapport aux commentaires haineux des gens sur les réseaux. Oui. Parce que je parlais du fait que quand je regarde les commentaires, t'as des gens qui t'adorent, et t'as vraiment une communauté qui est très fidèle et qui aime te suivre. Et puis dans le lot, tu vas avoir quelques-uns qui vont avoir envie de se déchaîner et de t'attaquer, souvent gratuitement et méchamment même. Oui. Quand tu es une personnalité publique, que le fait d'être exposé fait partie de ta vie et de ton métier, tu gères comment ça au jour le jour? Ça doit quand même casser du moral de temps en temps. Tu le prends comment? Est-ce que tu as réussi à te blinder par rapport à ça? Tu les lis encore, juste? Alors, moi, j'ai une stratégie qui est de lire généralement entre les 4-5 premières heures de diffusion. Ok. Et après, je vais plus. D'accord. Donc, sorry pour toutes les personnes super sympas qui commandent après 5 heures et qui ont été voir ma vidéo peut-être 3 jours plus tard. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai déjà remarqué que les gens qui sont emplis de haine, ils sont pas là dès que tu as publié ta vidéo, ils arrivent un peu plus tard. Donc, en fait, ça m'évite de tomber sur leurs commentaires. Et comme je suis quand même... à moitié italienne du Sud, j'ai mon petit caractère, tu vois, et je suis un peu sanguine, donc parfois, quand c'est totalement gratuit et injustifié, ça m'énerve, quoi. Mais j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est totalement à l'opposé de moi et qui tempère à chaque fois, et qui me dit... ne va pas répondre, hein. Non, d'accord. Tu vois, surtout que ces personnes, j'ai l'impression que tu sais jamais rien en tirer finalement. Non. Tu vois, même si tu leur réponds, ils continueront, et voilà, c'est plus parce que tu te sens attaqué et que tu as envie de réagir, mais c'est souvent injuste, et je me disais que ça devait quand même être lourd parfois de devoir le vivre au quotidien. Oui. Et je voulais savoir si tes enfants sont conscients de ça, que leur maman professionnellement peut se faire attaquer à tout moment, et que peut-être eux aussi, indirectement, il y a une conscience, t'en parles avec eux de ce statut professionnel qui pourrait les affecter indirectement ou t'affecter? Oui, ils sont blindés de chez blindés par rapport à ça, hein. J'ai jamais caché ce genre de choses. Ils le savent très bien. Alors, ce qui est marrant, ce que tu disais, qu'en effet, ça sert à rien de mener un combat contre ces personnes-là parce que de toute façon, elles ont une idée arrêtée et tu n'en tireras absolument rien. Et puis, j'ai appris récemment... par une fille avec qui je vais d'ailleurs tourner dans les prochains mois une vidéo sans tabou sur le profil psychologique de ces personnes-là.
où elle m'a bien expliqué, mais tu sais, Jill, ces personnes qui commentent ne sont absolument pas stables dans leur tête, ont généralement des troubles mentaux. Et des troubles mentaux, ça ne veut pas dire un handicap mental, ça veut dire troubles dépressifs, troubles bipolaires. Il y a énormément de troubles qui peuvent intervenir. Quand on dit les troubles mentaux, c'est tout de suite c'est une personne qui est atteinte de schizophrénie. Non, je veux dire, il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde peut avoir des troubles dans son quotidien et ça en fait partie. Et elle me disait, faire ce qu'ils font, ça n'est absolument pas quelque chose de normal. Non, ça c'est sûr. Ouais. Une personne qui est saine d'esprit, qui est bien dans sa vie, dans son quotidien, qui est bien avec elle-même, ne va jamais mettre par écrit ce qui lui vient dans la tête. Parce que, soyons très sincères, on a tous des personnes qui sont publiques qu'on n'aime pas, dont la tête ne nous revient pas ou dont le contenu ne nous plaît pas. Moi, j'en ai plein que j'aime pas regarder ou qui m'insupportent ou voilà. Mais jamais de ma vie, je vais aller lui envoyer un message privé pour critiquer ou pour insulter ou pour menacer. C'est une sacrée démarche déjà de se dire j'ai besoin d'aller le faire et de lui dire concrètement c'est ça. Il suffit de passer son chemin finalement. Bah oui, et en fait le fait de savoir que ce n'est pas quelque chose de normal dans un cerveau normalement constitué, bah ça te permet vraiment en fait de dire oui bon ok et d'avoir... Je suis tombée justement hier sur un TikTok de Franck Dubosc qui parlait de ça de manière super posée et qui n'était pas du tout dans l'humour, mais qui disait juste, en fait, ça ne sert strictement à rien de s'attarder sur ces personnes-là parce que ça n'apporte absolument rien non plus. Quand quelqu'un me fait un commentaire « Ouh là, attention, parce que le son n'était pas top dans la vidéo ou quoi », bah, quelqu'un peut le percevoir peut-être comme un commentaire négatif et puis tu as quelqu'un d'autre qui va dire « Ah, attends, je vais réécouter la vidéo. Ah ben punaise, merci, j'avais pas vu. Je vais changer mon micro, je vais faire ça. » Tu vois, il y a les remarques constructives qui sont les bienvenues. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui n'a absolument pas de souci à me remettre en question et à me dire « Ok, est-ce que c'est peut-être pas bien ce que j'ai fait ou voilà, la qualité est pas assez bien et tout ça. » Et évoluer. Et c'est comme ça qu'on est avec de la critique constructive qu'on peut aussi... évoluer. Si tout le monde te dit « Ah, ce que tu fais, c'est absolument génial » et ne t'amène pas à t'élever, bah, tu restes finalement toujours là où tu es, quoi. Mais en tout cas, mes enfants sont vraiment bien protégés par ça. Et je dois quand même avouer que je touche du bois. Je ne sais même pas te dire c'était quand la dernière fois que j'ai eu un commentaire visé sur un de mes enfants. Okay. Ça n'est jamais arrivé. Le seul commentaire que je retiens et que je trouvais complètement aberrant, c'était... j'étais en voyage humanitaire avec Bella au Sénégal et on avait posté une photo sur Instagram où on est au bord d'une rivière, je crois, mais alors, tu vois, habillée... moi, mes cheveux sont pas faits depuis 10 jours, je suis en sandales d'exploratrice, enfin, je ressemble à rien, tu vois. Et ma fille est à côté de moi avec un grand sourire et j'ai une nana qui a commenté en disant Bella avait à ce moment-là, ses dents étaient un peu de travers et elle avait un appareil dans son palais qu'on ne voyait pas. Et la nana m'a écrit avec tout le pognon que tu as, tu ferais mieux de refaire les dents de ta fille. Alors déjà, de un, elle porte un appareil dentaire, donc juste ta gueule, tu vois. Là, et puis en plus, tu te dis, c'est violent. Et puis, à quoi ça sert, tu vois, c'est quoi le but sur une photo où je ressemble à rien. Je suis au Sénégal avec ma fille en train de faire un voyage humanitaire. Enfin, tu vois, je comprends pas, en fait. Parce qu'il y a rien dans la photo qui peut dire « Ah, ben, la voilà sur son yacht à Dubaï alors que sa fille a des dents de travers. » Enfin, tu vois, alors, dans cette construction-là, je les comprends pas non plus, hein, mais je pourrais encore potentiellement me dire « Bon, ok, voilà, ils vont juste pas chercher le plus loin que leur bout de leur nez. » Et puis alors, t'as ceux qui t'inventent aussi une vie. Genre, je suis en vacances et c'est heureusement qu'elle a son mec plein de thunes pour pouvoir aller en vacances, alors que c'est moi qui gère le quotidien, quoi, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, et c'est moi je gagne mieux ma vie que mon compagnon. Et te mettre un avis arrêté sur ah non, si elle est avec lui, c'est parce qu'en fait il est pété de thunes et que c'est une gold diggeuse, il est pas connu. Enfin voilà, on n'est pas au même pied d'égalité et ça n'est absolument pas grave et jamais je ne le mets en avant, mais t'as des gens comme ça qui t'inventent une vie et qui assument des choses.
Non, c'est incroyable. J'ai du mal à imaginer ce que c'est de vivre avec ça. Ou rien que d'entendre ces commentaires, ça ça m'énerve, tu vois. Donc je me dis que ça doit pas être simple. Je voulais revenir sur la partie professionnelle par rapport à ta carrière, on va dire, de créatrice de contenu. Je pense que c'est le terme le plus approprié vu tout ce que tu fais. Quelle est la magie derrière? Qui monte? Qui tourne? Comment tu fais pour tenir ce rythme? Tu as une équipe? Tu t'es organisé au fil des temps? C'est un truc que je trouve hyper intéressant parce que tu fais des choses de qualité, tu produis quand même régulièrement. Sur TikTok, tu produis aussi pas mal de vidéos, des choses très drôles. Comment tu t'es entouré pour arriver à ce rythme ou est-ce que tu fais tout toute seule? Alors, Instagram, je gère absolument tout toute seule. J'ai maintenant, depuis, ça fait 1 mois, juste une modératrice qui vient sur mon compte 1 fois par semaine et qui, en fait, check mes messages privés. Parce que ça, j'ai plus le temps de faire, surtout avec un bébé de 4 mois, c'est pas possible. Donc, en fait, elle, 1 fois par semaine, pendant 1 heure, elle va dans mes messages privés et elle va aller chercher tout ce qui a de l'importance. Une demande de collab, un message sur lequel je vais peut-être avoir une affinité, ou tu vois, une petite boutique qui dit « est-ce que vous voulez pas faire un coup de pouce ?» ou des choses comme ça. Donc, elle me screen tous des messages qui pourraient avoir de l'importance pour moi, et puis elle me les envoie le vendredi soir. Elle me dit « voilà, c'est le petit update de la semaine. » Mais c'est tout pour Insta. Mes photos, je fais tout toute seule, sauf quand j'ai de temps en temps un shooting, alors j'en profite pour prendre des photos et les mettre sur Insta. Mais tout ce qui est vidéo, montage, etc., il y a toute une partie que je fais toute seule. Et puis, par exemple, je te donne un exemple très concret, les nouvelles petites chroniques que je fais sur Instagram, un peu plus Silent Jill. Je sais pas si tu as vu où je dis, par exemple, quelles sont les vertus du quartz rose. Voilà. Exact. Ouais, j'ai vu. Moi, je tourne chez moi à la maison, je prémonte, parce que je sais exactement où je veux cut, ce que je veux dans ma vidéo, quelle phrase je veux, etc. Et le pré-montage, je l'envoie à un monteur qui m'habille. Donc, lui va mettre le titre, les sous-titres et peut-être des petites photos, quoi, tu vois. Parce que ça, de nouveau, j'ai pas le temps et c'est du temps que je peux prendre pour faire autre chose. Donc, en fait, par exemple, pour les vlogs, c'est la même chose. Je pré-monte. Et puis, j'envoie à un monteur qui, lui, va habiller. Il va tout finaliser. Au moins, tu contrôles ce que tu dis. Oui. Et tu sais exactement ce que tu veux. Et puis, dans un vlog, je sais quels sont les chouettes moments que j'ai absolument envie de garder, ceux que je trouve nuls et que je vais zapper, tu vois. Et plutôt que de lui envoyer 10 heures de rush où lui va se dire, je sais pas en fait ce qu'elle a envie de garder, je fais le pré-montage et puis après, lui il habille, quoi. Et quand on est maman de 4 enfants, on s'organise comment pour gérer sa carrière et à garder un rythme? Parce que finalement, j'ai l'impression que la communauté attend aussi de toi que tu ne t'arrêtes pas. Et que tu peux pas disparaître pendant 9 mois, 10 mois. Enfin, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais un influenceur, on attend de lui qu'on se connecte et qu'il y ait du contenu à consommer. Elle est créatrice de contenu, je veux voir ce qu'elle a à me proposer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu as maintenu le rythme avec les enfants, avec les nouveaux arrivés de bébés. Comment on fait pour maintenir le rythme? En plus, tu dors moins, j'ai cru comprendre, tu vois. Oui. Tu as diminué, tu t'es adapté. Donc, l'organisation de la famille, elle a vraiment très fort changé à partir du moment où on a déménagé. Parce que maintenant, malheureusement, j'habite quand même assez loin de mon ex-mari. Et les enfants vont à l'école près de chez moi. Donc, avant, on faisait 1 semaine chez l'un, 1 semaine chez l'autre, ce qui était super pratique parce qu'en fait, tout mon contenu, je le tournais évidemment quand mes enfants n'étaient pas là. Tout ce qui était soirée, d'événements et des choses comme ça, je faisais tout la semaine où ils étaient chez moi. Et puis la semaine où ils étaient là, j'étais vraiment focus beaucoup plus sur mes enfants. Et si j'avais des choses à poster, j'avais déjà tout tourné la semaine d'avant. La semaine précédente, ouais. Là, maintenant, j'ai mes enfants full-time chez moi. Donc, ils arrivent chez moi le dimanche soir et ils repartent le vendredi soir. Donc, j'ai 4 enfants maintenant du dimanche soir. J'en ai une du coup tout le temps avec mon nouveau compagnon, mais mes 3 autres enfants sont là du dimanche soir au vendredi soir. Et ça, avec tout ce que je fais, c'était juste ingérable. Voilà. D'où ma question. Ça n'était pas possible. Curieux, là. Ça n'était pas possible, donc j'ai choisi d'engager quelqu'un qui m'aide dans le quotidien. C'est très simple. Quand j'ai fait son entretien d'embauche, je lui ai dit voilà, j'ai besoin de mon double. J'ai besoin de moi en x2. Parce que moi, toute seule, c'est plus possible. Ou alors, il me faut des journées, des journées qui font le double d'heures, quoi, tu vois, parce que je ne sais pas faire tout ce que je dois faire sur une journée. Donc, j'ai engagé Sarah qui bosse maintenant avec moi depuis plus d'1 an et qui est vraiment mon double. Donc, elle fait... sauf qu'elle ne fait pas mes contenus, évidemment, puisque elle n'est pas moi. Elle te dégage d'énormément de choses de la vie courante. Voilà. Ok. Exact. De tout. Les courses? De tout. Par exemple, vraiment, pour les enfants. Oui. Vraiment, elle m'assiste vraiment dans le quotidien. Et quand moi, je suis en train de tourner une vidéo qu'il est 3h30 parce que j'ai
avec le métier que je fais, la chance de pouvoir aller chercher mes enfants à la fin de l'école et pas les laisser à la garderie. Bah, si je suis encore occupée, bah, c'est Sarah qui va vite les chercher. Puis moi, je suis là. Puis elle va leur préparer un petit goûter pendant que moi, je termine un truc. Puis voilà, c'est vraiment, en fait, elle m'assiste vraiment dans plein de choses du quotidien. Elle va checker mes mails, tu vois. Mais moi, je check aussi mes mails. Enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est que on est vraiment complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'elle fait et que moi je fais plus. Il n'y a pas quelque chose que moi je fais et qu'elle ne fait pas. Tu vois, sauf tout ce qui est où je me filme. Ça, vraiment, je ne vais pas le faire. Mais pour le reste, bah, j'ai pas envie non plus de ne plus m'occuper de mes enfants. Donc, bah, je continue aussi de m'occuper de mes enfants. Mais par exemple, elle va faire une partie des devoirs avec l'un et moi je fais avec l'autre. Parce que si je dois faire chaque enfant individuellement, l'un après l'autre, à 20h30, je suis encore occupée, moi, tu vois. Et avec le métier que je fais, moi, à 15h30, mes journées, elles sont pas terminées. Ma journée, elle s'arrête, il est 22h30 quand je me mets dans le fauteuil, quoi. Et encore, parce que je check encore des trucs sur mon téléphone. T'es heureuse de l'équilibre que tu as trouvé aujourd'hui entre professionnel et personnel? Tu penses que tu as trouvé la solution? Oui. Oui, je suis vraiment contente. J'aimerais bien avoir encore quelques heures supplémentaires dans ma journée pour faire encore plus de choses. Mais non, là, j'ai vraiment trouvé un bon équilibre et tout le monde est bien. Voilà, le matin, ben, j'ai le temps d'aller déposer mes enfants à l'école. Non, il y a un bon équilibre qui s'est créé. Ouais. Pour les prochaines années, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu as en tête? Il y a des choses que tu aimerais faire, d'autres? Parce que jusque quand ça va t'amuser finalement d'être créatrice de contenu? Tu penses que ça va t'éclater tout le temps, qu'à un moment donné, tu vas être saoulée et dire j'ai fait le tour, tu vois, j'ai envie de faire autre chose? T'y penses de temps en temps à ton avenir à ce niveau-là? Bien sûr. Bien sûr. Alors, j'ai déjà d'une part ce côté où, comme tu le disais très bien là tout à l'heure, on est dépendant finalement de tout ce système. On est dépendant d'Instagram, dépendant de YouTube. Si du jour au lendemain, Instagram ferme, bah voilà. Ouais. Je te donne un exemple très concret d'un événement qui s'était passé l'année dernière. On était parti en Suisse. Et j'avais été invitée pour mettre en avant un hôtel et des choses comme ça. Je devais faire plein de contenu et tout. Et j'ai un bug sur Insta que personne n'a jamais vu. Évidemment, ça tombe sur moi. Évidemment. Au bon moment. Instagram, tu sais contacter personne. Il n'y a pas d'antenne de quelqu'un. T'as pas de support. Non, t'as pas de support. Il y a un problème, c'est... Même toi, t'as pas de support. Non, j'ai pas de support. Ouais. Donc, j'ai dû passer... Parce que donc, le souci était que je ne pouvais plus publier de stories qui contenaient du texte ou des liens. C'est un peu embêtant, ouais. Dans mon travail, c'est un peu embêtant. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est collab, c'est mort. Ouais. Je peux pas écrire mes textes. Et surtout, je ne peux pas amener vers le lien traqué. Parce que je bifurque vite sur quelque chose, mais pourquoi est-ce que les influenceuses ont des liens, ont des codes promo? Ben parce qu'en fait, le code promo permet à la marque de savoir exactement combien tu as vendu. C'est ça. Voilà. Ça traque. Et autre chose sur laquelle j'interviens, parce que souvent on dit oh mon Dieu, mais le salaire des influenceuses, c'est honteux. Comment est-ce qu'une nana qui fait une pub sur Insta peut gagner, je sais pas moi, 5 000 € la story. C'est pas mon salaire, hein, je le dis tout de suite, mais je donne un tarif très élevé. Ouais. Comment est-ce qu'elle peut gagner ça? Eh bien, c'est très simple. Quand tu as une nana qui a un très grand reach, qui a, je sais pas moi... plus d'1 million d'abonnés. Attention, le nombre d'abonnés ne veut pas toujours dire qu'elle a un bon reach. Hein. Ouais. Tu peux avoir une nana qui a 2 millions d'abonnés, mais qui fait 10 000 likes sous cette photo. Hein. Donc, faut que ça soit proportionnellement intéressant par rapport au nombre de personnes que tu as. La marque, elle te fait vendre un produit qui lui appartient. Okay. Sur ce produit, en 24 heures de code promo, la nana qui a fait sa story, elle a généré 120 000 € de vente. Bah, je suis désolée, mais en fait, les 5 000 €... C'est ridicule. Tu vois par rapport à l'argent qu'elle a généré Absolument. Pour la marque en termes de vente, moi, je peux te dire que avec ma petite communauté de 500 000 abonnés, j'ai déjà, pour une marque, je ne citerai pas laquelle, mais c'est une très belle marque, j'ai généré en 24 heures 80 000 € de chiffre d'affaires à la marque. Ouais. Quand tu sais que tu génères autant d'argent pour une marque qui ne t'appartient pas, ben en fait, le salaire... il est même pas vraiment proportionnel. Il est très bas par rapport aux revenus que tu as générés pour la marque. Ouais. Tu penses que les gens comprennent comment ça fonctionne? Tu fais bien de l'expliquer, mais je pense que les gens ne font pas le lien. Ils ne se rendent pas compte l'argent que vous rapportez à la marque et qu'elle fait grâce à vous et à votre image. Et c'est pour ça qu'on est bien payé. On n'est pas payé
pour le travail qui finalement n'est pas très compliqué. Tu vois, tu es chez toi, tu fais une story dans ta salle de bain. Alors, tu as des influenceuses qui se cassent un peu plus la tête que d'autres et qui vont faire un petit montage derrière, qui vont mettre une petite musique, qui vont mettre du texte, tu vois, qui font bien leur taf. Et puis, t'en as qui n'ont rien à kicker et qui vont se mettre devant leur salle de bain avec une mauvaise light, parler du truc, balancer le lien et voilà, démerde-toi avec ça. Ouais. Mais on n'est pas payé pour ça. On est payé pour le chiffre d'affaires qu'on fait derrière pour la marque. Et d'ailleurs, quand une marque re-signe avec toi, c'est parce qu'elle sait très bien que derrière, tu rentabilises x5, x10 ce que eux ils t'ont payé, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est payé. En fait, les gens pensent qu'on est payé juste pour aller faire rire dans notre cuisine ou dans notre salle de bain. Mais on n'est pas payé pour ça. On est payé pour le chiffre d'affaires qui est généré derrière pour la marque en question. Ouais. Et au-delà de ça, par exemple, quand tu as des petites chaînes YouTube comme les miennes, c'est très compliqué de vivre des AdSense, donc l'argent qui est généré par les pubs de YouTube. C'est vraiment des montants qui sont, pour le travail qui est effectué, c'est des montants qui sont pas très élevés. Aujourd'hui, pour mes 2 chaînes, à raison d'une vidéo par semaine sur les 2 chaînes, j'aurais un petit salaire. Donc, un SMIC. C'est ça. Pour le taf qui est derrière, tu vois... quasi un plein temps à faire de la vidéo, à te promouvoir, à mettre ton image en avant aussi. Tout à fait. Parce que tu t'impliques personnellement. Oui, tout à fait. Okay. Et donc, les gens, ils ont du mal à comprendre ce concept de placement de produit, mais en fait, c'est la seule et unique manière pour nous aujourd'hui, quand on est un petit créateur de contenu. Alors, je parle pas évidemment d'un Squeezie ou d'un McFly et Carlito qui, eux, vont de toute façon déjà générer énormément d'argent rien qu'avec les vues de leurs vidéos, ce qui n'est pas le cas pour nous. On reste quand même des petits influenceurs. On parle de millions de vues pour en vivre très très bien. Oui, il faut générer des millions de vues sur tes vidéos si tu veux vraiment te dire je fais une ou deux collabs sur le mois, parce que des mecs comme eux, les collabs, c'est des 40, 50K la collab, c'est ces autres montants, et tu peux te dire, en fait, oui, mais eux, ils font quasiment ça jamais. Oui, ok, mais enfin, ils n'ont pas payé le même prix que moi, tu vois. Ouais. Donc moi, en fait, pour faire le même salaire qu'eux, je vais devoir faire, je sais pas moi, 4 mois de collaboration, alors que eux, en une collab, ils ont généré le même revenu, tu vois. Les revenus sont hyper aléatoires dans ce milieu-là. Donc oui, t'as peut-être une nana qui fait plus de collabs, mais parce qu'elle gagne moins et qu'elle a besoin d'en faire plus pour gagner sa vie aussi. Et puis, d'un autre côté, oui, voilà, l'argent que tu génères, et c'est ce que je dis souvent, parce que tu vois, j'avais encore une nana qui me mettait sous ma dernière vidéo, une collaboration avec Luxéol, j'en ai marre, je vois ça déjà chez les autres. Bon, mon placement de produit, il dure 1 minute 30 en début de vidéo. Très simple, hein. Tu prends ta souris, tu avances, tu commences mon vlog. Ouais. Si t'aimes pas la publicité et que ça t'intéresse pas, il suffit de la passer. En story, tu swipes. Ça t'intéresse pas, tu swipes. Personne ne t'oblige. Ouais. Tu n'es pas obligé à regarder de la publicité. Va regarder un peu un film sur TF1. Combien de pubs tu te prends dans la tronche pendant que tu regardes ton film à la télévision. Il y a de la pub quasiment toutes les 20 minutes pendant ton film qui dure 10 minutes. Ça gêne pas. Tu vois, et c'est normal. Ouais. Et quand tu sais, par exemple, combien paye une marque pour avoir sa publicité en télévision ou à la radio, d'autres montants. C'est des montants, mais astronomiques. Astronomiques. Et donc, finalement, les marques, elles sont totalement gagnantes de travailler avec nous. De un, elles peuvent savoir exactement combien on a généré d'argent. Donc, savoir si leur financement publicitaire, il est rentable ou pas. C'est plus dur à Tandis qu'en télévision, ok, tu as ton brand awareness. Donc, on voit ta marque en télévision. Donc, c'est quelque chose qui te donne une certaine une notoriété au niveau de ta marque. Tu sais pas dire qui a été au magasin parce qu'il a vu la publicité. Exactement. Alors qu'avec toi, on le sait directement. Mais une marque va évidemment payer beaucoup moins cher la publicité chez moi qu'en télévision. Ciblée. Alors qu'elle est extrêmement ciblée aussi. Bien sûr. On sait que tu touches à un tel public, ce qui, à la télévision, va être plus généraliste. Moi, je sais leur dire exactement mon pourcentage au niveau géographique, ville et pays, les âges, les centres d'intérêt. Enfin, tu vois, il y a vraiment si c'est plutôt des filles, des garçons qui me suivent, enfin, tout ça est mis dans mes statistiques sur mes différents réseaux sociaux. Et donc, ça permet vraiment, pour une marque, d'optimiser les revenus les dépenses qu'il va placer en publicité. Ouais. Ultra intéressant. Et tu sais quoi, on a complètement paumé la première question qui était tu te vois où dans 5 ans? Merde, oui. Et est-ce qu'à un moment donné, créer du contenu, ça va te saouler et dire je dois faire autre chose?
Je sais pas comment on est arrivé jusque-là, mais c'était hyper intéressant le côté vraiment business. C'est pour ça qu'on est là. Oui. Donc, pour revenir à cette question de base, tu te poses la question de dire est-ce que à un moment donné, je vais plus avoir envie de faire ça, ça va moins m'amuser, et si je fais plus ça, je fais quoi? Ça t'arrive d'y penser? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, moi, mon but, c'est de pouvoir, c'est de pérenniser ce que j'ai, ce que je crée encore aujourd'hui au quotidien. Donc, je suis quelqu'un qui va vraiment faire très attention à ses dépenses extraordinaires. Donc, je vais pas aller claquer ma thune dans des magasins de luxe et des choses comme ça parce que justement, moi, je me dis, OK, où est-ce que je vais pouvoir placer mon argent que pour pouvoir à un moment donné vivre de rente, par exemple. C'est ça. Donc moi, très clairement, mon but dans l'avenir, c'est de pouvoir investir, par exemple, dans l'immobilier pour générer des revenus liés à l'immobilier voilà, des revenus passifs et me dire, OK, je suis cool. Je suis cool. Si j'ai envie d'arrêter, je peux arrêter parce que je sais que j'ai d'autres revenus. Ouais. À côté de ça, j'ai Yashi, qui est ma marque de bougies. C'est ça, oui. Donc là, c'est forcément, c'est plus compliqué parce que c'est une toute nouvelle marque. Il faut que ça se lance, il faut que ça se fasse connaître d'une audience qui est différente de la mienne et tout ça. Mais c'est un super beau projet et je suis super fière de mon projet, mais ça nous prend, parce que c'est un projet qu'on a co-créé avec mon compagnon, et donc là, ça nous prend quand même vraiment énormément de temps dans notre quotidien, mais c'est quand même très chouette. Et puis, avec mon ex-mari, j'ai MeTime. Et donc, MeTime, c'est les programmes sportifs sous forme de PDF. Ouais. Parce que c'est le créneau et lui est expert dans ce domaine-là. Donc, on s'est associés à deux pour créer ça. Donc, on a 3 programmes différents, programme sportif classique, programme diététique et programme spécifique pour les femmes enceintes. Et on a MeTime Drink, qui est une boisson qu'il a créée et qui est incroyable, et que je prends en shot tous les matins justement pour me booster pour ma journée. On la trouve en commerce Oui, on la trouve dans certains Deleuze en Belgique. Ouais. Et alors, elle est déjà dans certains restaurants où ils l'utilisent pour créer des cocktails et des choses comme ça. Ok. Donc, j'ai ça. T'arrives à bosser sur tous les projets? Je bosse. Alors, j'ai ma part du travail dans tous les projets, mais je les gère pas de A à Z moi-même. Mais tu es active dans chaque projet, tu sais ce qui se passe, tu contribues. Tu arrives à contribuer. Oui. Ben, à partir du moment où j'ai mon image, à partir du moment où mon image elle est associée à un produit, quand moi j'ai une nana qui m'envoie un mail sur mon adresse perso en me disant « Ah, désolé, mais j'ai pas reçu mon colis MeTime », ben, je le forward pas à Loïc. Je vais sur Shopify, je vais checker son truc. Je lui dis, écoute, je sais pas où il est ton colis, tu veux que je te rembourse? Oui, tac, bam, je fais le remboursement moi-même, je gère le truc. Parce que moi, ma priorité, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui dit, putain, le SAV chez Jill, c'est de la merde. C'est ton image. C'est mon image, tu vois. Donc, je veux vraiment faire attention à ça et je mets vraiment un point d'honneur à avoir un service après-vente qui est vraiment le plus nickel chrome possible. Mais dans 5 ans, je remarque aujourd'hui que les gens attendent de moi de pouvoir les aider dans leur quotidien. C'est vraiment ce qui ressort le plus dans les commentaires et dans les messages privés, c'est comment tu fais pour gérer, comment tu fais pour t'en sortir avec tes enfants, comment tu gères le quotidien, comment tu gères ton business. C'est vraiment plus des filles, en fait, qui sont dans ma tranche d'âge, qui commencent à avoir des enfants et qui disent « Ah, punaise, heureusement que Jill m'a expliqué ça, parce qu'en fait, grâce à Jill, j'ai appris que mon bébé avait du reflux, donc maintenant, voilà. » Tu vois, c'est vraiment un peu... J'ai l'impression que j'ai un peu un compte d'utilité publique. Mais tu as utilisé un terme très juste au début et qui, je pense, te caractérise à fond, c'est vraiment la bienveillance. Oui. C'est que, quand il disait c'est notre daronne préférée ou notre meilleur ami, c'est vraiment, t'es quelqu'un dans leur vie, quoi. C'est assez incroyable, à qui ils peuvent confier leurs problèmes, à qui ils peuvent écouter, qui partagent. C'est assez marquant. Tu sais que le commentaire qui revient le plus souvent, il est super mignon, c'est des jeunes qui me disent, pour rigoler, hein, mais qui me disent « Est-ce que tu veux pas m'adopter ?» Parfois, j'ai même des personnes plus âgées qui me disent « Je peux pas venir vivre chez vous ?» Tu vois, parce que c'est super mignon, quoi. T'es bienveillante, t'es réconfortante avec ces gens, tu as une carrière professionnelle qui est remplie et en même temps, tu montres que c'est possible d'avoir une carrière professionnelle ultra enrichissante et d'avoir une vie de famille et de ne pas devoir choisir spécialement l'un ou l'autre pour être épanoui. Exact. Et je pense que beaucoup de gens se disent, elle l'a fait, elle me stimule à ce niveau-là, je peux faire un choix qui n'est pas celui de la carrière ou seulement de la famille. Et ça, je crois que là, maintenant, avoir quelqu'un comme toi qui le montre dans tous ses états, c'est un truc hyper important. Oui. Et puis, par exemple, de te dire, en fait, jusqu'à 16h, elle était... en jogging avec les cheveux pas faits avec ses enfants en train de bosser, et puis le soir tu la vois à un événement,
Bah, en fait, c'est possible aussi d'avoir ça, tu vois. Et je suis comme ça. Enfin, je joue pas du tout un jeu sur les réseaux. Je suis comme ça dans mon quotidien. Tu irais demander à la boulangère qui est en face de chez moi. Moi, je vais chercher mon pain en pyjama, hein, tu vois. Et je croise des gens qui vont peut-être me reconnaître de la télé. Mais je m'en fous, quoi. Tu vois, j'ai vraiment pas ce truc du... faut que je sois tirée à 4 épingles dès que je sors la tête de chez moi. Non, vraiment pas du tout, quoi. Donc, dans 5 ans, des projets plus... Continuer à parler aux gens. Continuer à j'ai être vraiment envie de... J'ai de plus en plus envie de voir les gens. J'adore faire des meet-up. J'ai ce truc... Alors, je sais qu'il y a... je connais des gens dans mon entourage qui font ce métier-là et qui détestent le contact réel avec les gens. Ils laissent l'écran entre eux et les personnes. Ils aiment pas du tout faire des meet-up, des trucs comme ça. Ça les fait chier, ils détestent, ils aiment pas. Moi, j'adore ça parce que c'est trop chouette de rencontrer ces gens qui te suivent et pas pour avoir ton ego qui est flatté, parce que quand t'es créatrice de contenu, si t'as envie d'être flatté avec ton ego, tu mets une photo de toi où t'es un peu bien et t'as 10 000 commentaires. Donc voilà. C'est ça. Moi, je le vois vraiment pas du tout comme ça, mais plutôt comme cette relation avec l'humain, ce contact, pouvoir discuter réellement avec les personnes qui te suivent. C'est quelque chose que j'adore. Et moi, je me suis toujours dit, voilà, je fais des goals à 5 ans. Je visualise ce que je veux atteindre, mes objectifs sur 5 ans, en fait. Donc, je fais une espèce de montagne avec là où je veux être dans 5 ans. Et puis, je fais le chemin inverse. Et je sais, OK, par exemple, fin de cette année, je dois avoir accompli ça et ça. Puis, l'année prochaine, je dois avoir accompli ça et ça. Et comme ça, je me mets des choses réalistes aussi par étape pour arriver à mon goal final. Et moi, 40 ans, je veux faire des conférences. Je veux parler aux gens, je veux expliquer des choses, je veux vraiment donner mon expérience de vie en tant que maman, en tant que businesswoman, en tant qu'une jeune fille qui est sortie de la Starac à 17 ans et qui a commencé à travailler sans diplôme en poche. J'ai pas de diplôme. Hein. J'ai même pas mon diplôme de secondaire, hein, moi. J'ai terminé, j'ai arrêté l'école fin de ma 4e secondaire. Puis j'ai fait 1 an d'études aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Mais donc, c'est une année qui n'est absolument pas intégrée. Et puis, j'ai arrêté, puisque j'ai fait la Starac et j'ai plus pu retourner à l'école après. Donc, comme quoi, tu vois, et en étant dyscalculique et en ayant un TDA, donc un trouble de l'attention, tu regardes aujourd'hui, j'arrive à gérer ma compta, mes mails, mes trucs, et j'ai plusieurs business, donc c'est que c'est possible. Mais tout est là-dedans, quoi. Ouais, la hargne. C'est ce que tu disais quand t'es allé chez RTL. La hargne, et puis la confiance en soi, le fait de ne pas de ne pas avoir de croyances limitantes. C'est vraiment ça, en fait. Les croyances limitantes, c'est ce qui vont t'empêcher d'avancer. Ouais, c'est vraiment ce qui va t'empêcher d'avancer et de te dire... tu vois, j'aurais pu me dire, j'ai pas de diplôme, je suis dyscalculique, je sais pas compter. Ouh là là, non, je vais pas créer un business parce que ça va pas le faire. Hein, je vais avoir des problèmes, je vais pas savoir gérer ma compta. Ça me fait peur. Et puis, de toute façon, je suis dyscalculique, donc moi, c'est pas pour moi. D'ailleurs, de l'extérieur, personne ne le croirait. Tout le monde pense que Gilles, c'est facile. Oui. Et qu'elle réussit tout dans ce qu'elle fait. Donc, c'est bien de passer ce message, franchement, qu'on peut tout faire. Et tout le monde dans ton quotidien, que c'est pas toujours facile, mais qu'on peut vraiment y arriver. Oui. C'est la fin de cette émission. Je crois que là, on a fait un sacré tour sur ta carrière. C'était vraiment génial, Gilles. Merci, comme d'habitude. Merci à toi pour l'invitation. Extrêmement généreuse en conseils et en discussion. Donc, j'ai hâte de le partager, cette vidéo. Vraiment, ça va être dingue. Je te remercie. On continue à te suivre. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci, Gilles. Vous avez aimé cette vidéo et vous ne voulez plus manquer aucun milkshake? Abonnez-vous à la chaîne.